Il est 13 h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, est le nouveau président de l'Union africaine, élu par ses homologues au cours du 34e sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert aujourd'hui à Addis Abeba et qui se tient par visioconférence. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a pris part à ce 34e sommet de l'Union africaine depuis la salle mosaïque du palais de la présidence de la République. La nouvelle est tombée hier dans la soirée. Laurent Dona Fologo a tiré hier vendredi sa révérence. Il se présentait comme l'un des plus fervents disciples de Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation. Ex-président du Conseil économique et social, figure de la politique ivoirienne, l'ex-secrétaire général du Parti démocratique de Côte d'Ivoire s'est donc éteint. À suivre dans ce journal des réactions suite à l'annonce de son décès. En Birmanie, plusieurs milliers de Birmans manifestent ce samedi 6 février à Rangoon pour protester contre la prise du pouvoir par l'armée. Ce rassemblement est décrit comme le plus gros rassemblement depuis le coup d'État contre Aung San Suu Kyi. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et on ouvre ce journal avec cette information. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, est le nouveau président de l'Union africaine. Félix Tshisekedi, élu au cours du 34e sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert aujourd'hui et qui se tient par visioconférence pour cause de pandémie de Covid-19. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que depuis 9 h ce matin, par visioconférence, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à ce 34e sommet de l'Union africaine depuis la salle mosaïque du palais de la présidence. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, à l'instar de ses autres pairs africains, participe donc à distance aux travaux du sommet qui a enregistré la passation de charge entre le président sortant de l'Union africaine, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, et le nouveau président en exercice, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Nous y reviendrons dans la suite de nos éditions. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'avant l'ouverture de ce 34e sommet de l'Union africaine, ce matin, hier, à sa résidence de Cocody, Riviera Golf, le président Alassane Ouattara recevait en audience Ahmed bin Abdulaziz Katan, ministre d'État aux Affaires africaines du Royaume d'Arabie Saoudite. Le renforcement et la diversification de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite sont les points qui ont été abordés au cours de leurs échanges à Ouattouré. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite toujours au beau fixe. Le ministre d'État saoudien aux Affaires africaines, Ahmed Abdulaziz Ben Katan, est venu transmettre au président de la République Alassane Ouattara un message du roi Salman Abdelaziz Al Saoud, avant d'aborder des questions liées au renforcement de la coopération entre les deux pays, les conflits au Moyen-Orient et la lutte contre le terrorisme. وأيضا اتفقنا على أن يقوم معالي وزير الخارجية Notre échange ce jour a porté sur les différents domaines de coopération et de renforcement de la coopération entre nos deux pays. Nous sommes également convenus à ce que M. le ministre des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire présente les projets que la Côte d'Ivoire tient à cœur. Et nous avons convenu qu'une délégation se rende en Arabie Saoudite pour explorer les opportunités d'investissement et également le côté saoudien, une délégation se rendre en Côte d'Ivoire pour explorer aussi les opportunités d'investissement et cela juste après la pandémie de Covid-19 que nous vivons présentement. Le ministre d'État aux Affaires africaines du Royaume d'Arabie Saoudite a par ailleurs indiqué que le Fonds saoudien entend désormais intensifier ses actions de développement en Côte d'Ivoire, notamment dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Une volonté de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite qui s'est tout de suite traduite dans les faits. Le ministre d'État aux Affaires africaines du Royaume d'Arabie Saoudite, Ahmed bin Abdulaziz Katan, et le ministre ivoirien Ali Koulibaly ont signé un accord cadre. Objectif de cet accord, contribuer au développement des deux pays. Ahmed Traoré, Jean-Marc Djadji. La signature de cet accord cadre entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite témoigne de la volonté de leurs différentes autorités de développer et de mieux structurer les accords entre les deux pays. Selon le ministre Ali Koulibaly, ce partenariat gagnant-gagnant vient à point nommé. Nous apprécions le fait que l'Arabie Saoudite ait augmenté le quota d'Ivoiriens devant se rendre au pèlerinage à la Mecque. Ce quota est passé de 9 000 à 10 000. Cette visite que nous saluons a été marquée par un accord cadre
qui constitue en quelque sorte la concrétisation de notre volonté de renforcer notre partenariat avec le Royaume d'Arabie Saoudite, parce que cet accord cadre embrasse tous les domaines. Le ministre d'État saoudien aux affaires des pays africains souligne toute l'importance que l'Arabie saoudite accorde à la Côte d'Ivoire. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, jouit d'un prestige auprès du roi d'Arabie saoudite et du prince héritier. Et ils soutiennent tous les efforts de son Excellence, Monsieur le Président de la République en Côte d'Ivoire, notamment ses efforts dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. À la fin de cette cérémonie, des présents ont été offerts aux autorités saoudiennes au nom du chef de l'État. Et puis cette page noire dans votre journal, la nouvelle, nous le disions à l'instant dans les titres, est tombée hier dans la soirée. Laurent Donafologo a tiré sa révérence. Il se présentait comme l'un des plus fervents disciples de Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation. Laurent Donafologo qui a servi sous ses ordres comme ministre pendant plusieurs années et qui a également été ministre sous Henri Konan Bédié, s'est éteint à l'âge de 82 ans. Ex-président du Conseil économique et social, figure de la politique ivoirienne, l'ex-secrétaire général du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a définitivement rangé sa carte de militant du PDCI-RDA, parti cher à son cœur. Alexis Ouedraogo. Vous savez, les pilotes viennent de temps en temps saluer les passagers, surtout lui, président de la République, il le salue. Bon, moi j'avais la chance d'être pas trop loin. Il a dit, mais monsieur, vous êtes le pilote? Je dis oui, retournez à votre. Il prenait plaisir à raconter le père fondateur. C'est en 1965 que Laurent Donafologo rencontre celui qui a été le modèle de son parcours. On me demande quelquefois, mais Fologo, tu ne vieillis pas, tu as les cheveux noirs. J'ai dit, mais moi, je n'ai jamais vu les cheveux blancs de Houphouët-Boigny. Je ne les ai jamais vus. Laurent Donafologo naît le 12 décembre 1939 à Sinématiali, dans le nord du pays. Grande figure de la politique ivoirienne, cet ancien élève de l'École supérieure de journalisme de Lille fut le tout premier rédacteur en chef du quotidien Fraternité Matin, créé en 1964, avant d'être nommé ministre de l'Information. Après avoir été ministre sans interruption pendant plus d'une décennie dans le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny, il fut pendant 4 ans ministre d'État d'Henri Konan Bédié. Laurent Donafologo fut également pendant 10 ans secrétaire général du Parti démocratique, le PDCI-RDA. Sous la présidence de Laurent Gbagbo de 2000 à 2011, il est nommé à la tête du Conseil économique et social. Après avoir lancé son parti, le Rassemblement pour la paix, en 2008, il quitte définitivement la vie politique en 2015. Laurent Donafologo entretiendra de bonnes relations avec tous les acteurs politiques. Âgé de 82 ans, ce compagnon de Félix Houphouët-Boigny au soir de sa vie s'était consacré à sa retraite et à la rédaction de ses mémoires. Laurent Donafologo est décédé ce vendredi à Abidjan des suites d'une infection au coronavirus. Je vous invite à présent à suivre ces réactions enregistrées suite à l'annonce de sa disparition. Moi, ça me surprend ce matin du décès de Laurent Donafologo. Il a beaucoup travaillé avec notre père de la nation, Houphouët-Boigny. Et vraiment, il a occupé de grands postes en son temps. Et juste à ce jour, vraiment, il est assis tranquillement. Mais aujourd'hui, j'apprends son décès, vraiment, ça me peine un peu. Mais il a beaucoup œuvré pour la Côte d'Ivoire. Il a fait beaucoup de choses aux côtés du feu. Il a appris beaucoup de choses à ses côtés. Et il est venu au Conseil économique et social. Il a aussi produit des conseils à ces jeunes qui sont restés aujourd'hui derrière lui. Vraiment, ça me peine un peu. Cela suscite un grand chagrin parce qu'il a été quelqu'un de bien. Il a travaillé au sein du pays et il a fait beaucoup de choses. Et sa mort est vraiment une grande perte. Tout d'abord, je présente mes condoléances à la famille. Et ce monsieur, c'est un grand homme qui a servi l'État de Côte d'Ivoire. Même tous les enfants le connaissent. C'est un monsieur qui est ouvert. Ce qu'on doit retenir de son passage dans les différents gouvernements, depuis le temps d'Houphouët jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il a essayé tant bien que mal de prôner la paix et d'essayer de trouver un point de conciliation au niveau de chaque parti. Ouais, c'est ce que moi je retiens de cet homme d'État. Assurément, ce disciple d'Houphouët-Boigny restera dans les mémoires collectives. Et puis, vous le savez certainement, notre compatriote Jacques Bernard Daniel Anouma
est candidat à la présidence de la Confédération africaine de football, la CAF. En vue de soutenir sa candidature, la diplomatie ivoirienne se déploie sur instruction du président de la République, Alassane Ouattara. Un programme de mission dans plusieurs pays d'Afrique centrale, du Nord et d'Afrique de l'Ouest est engagé sous la houlette du ministre des Sports, Paulin-Claude Danho. Offensive diplomatique du gouvernement ivoirien qui a permis au ministre Paulin-Claude Danho d'être reçu par les chefs d'État du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Congo-Brazzaville. Un ministre des Sports sûr de ses arguments qui ont pour fondement l'excellence des relations bilatérales qui existent entre la Côte d'Ivoire et les pays visités. Walter Amadou Ouattara. Cette première partie du plaidoyer diplomatique du gouvernement ivoirien permet au ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, porteur d'un message du président de la République, Alassane Ouattara, à ses homologues du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Congo-Brazzaville, de solliciter le soutien des pays amis et frères dans le but d'apporter leur voix à l'Ivoirien Jacques Anouma. Nous avons saisi l'opportunité de cette visite pour présenter la candidature de notre compatriote, l'ambassadeur Jacques-Bernard Anouma, candidat à la présidence de la CAF, la Confédération africaine de football. Pour que cette ambition de servir le football, servir l'Afrique, soit une réussite dans l'intérêt supérieur de nos pays. C'est dans ce cadre que les 1er et 2 février dernier, la délégation ivoirienne a été reçue par les présidents Ali Bongo Ondimba, président du Gabon, Théodoro Obiang Nguema Mpasogo, président de la Guinée équatoriale, et Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville. Pour le même objectif, le ministère des Sports a également diligenté d'autres missions conduites par François-Albert Amicha, ministre de la Ville, et des membres du comité de sages de la campagne de Jacques Anouma, notamment Sidigué Soumaro, ancien ministre des Sports, et le général Lassana Palanfo, président du Comité national olympique de Côte d'Ivoire, ont en charge l'Afrique de l'Ouest et du Nord. L'élection se tiendra le 12 mars 2021 à Rabat, au Maroc. Et de l'assurance, il y en avait à revendre au stade de la haute fréquence de la RTI où 2 équipes sûres de leurs compétences étaient opposées dans le cadre du tournoi de football de la mutuelle des agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne. L'équipe de la Geste aussi opposée à celle d'Abidjan City. La formation de l'ancien académicien Nemarco s'est imposée 1-0 face à l'équipe de la Geste aussi. Même score également de la petite finale où l'équipe de la RTI a disposé de la formation d'Ayoka Unité. Témoin pour RTI Sport, Arsène Kouassi et Patrick Dadier. Ambiance de grand jour au stade de la haute fréquence de la RTI. Et pour cause, la finale du tournoi de la mutuelle des agents de la RTI, Musati, s'y déroule. Après la phase à élimination directe, 2 équipes se sont hissées en finale. Il s'agit de la formation d'Abidjan City en bleu et jaune, opposée à celle de la Geste aussi. Bien entrée dans le match, l'équipe des pétroliers s'offre de multiples occasions à l'image de la tentative de Ben Kader qui trouve le montant droit du gardien. À force de manquer les opportunités, ils finissent par se faire punir sur un pénalty parfaitement transformé par Bamba Diomandé. Un avantage que les Citizens préservent jalousement jusqu'à la fin de la partie. Grâce à ce succès étriqué, Abidjan City s'adjuge la compétition de la Musati, dotée du trophée Fosseni Dambélé. Nous avons assisté à un match où il y avait la technique d'Abidjan City face au physique des pétroliers. Et je crois qu'Abidjan City a fini par les avoir à l'usure. Une première sortie sportive, je pense que le pari est gagné. Le ministère de la Santé se réjouit d'être associé à un tel événement. Nous avons assisté à une belle prestation qui a vu Abidjan City FC l'emporter. Dans la petite finale, l'équipe de la RTI en vert s'est imposée sur la plus petite marque à l'Académie Ayoka Unité. L'unique but de Christian Douyou sur pénalty en seconde période a suffi au bonheur des hommes de la Maison Bleue qui terminent 3e du tournoi de la mutuelle des agents de la RTI.
Voilà, une équipe donc d'Abidjan City heureuse donc de retourner avec le trophée du vainqueur pour les autres équipes comme réconfort, l'espoir de remporter ce trophée à la prochaine édition. Et parlons justement d'espoir, le cancer, mesdames et messieurs, n'est plus une fatalité. Oui, on peut en guérir à condition que celui-ci soit diagnostiqué le plus tôt possible. 18,1 millions de nouveaux cas de cancer ont été recensés dans le monde, dont 17 000 nouveaux cas et 11 000 décès au compte de la Côte d'Ivoire, selon les résultats du Globocan 2020. Devant ce triste tableau, il faut continuer de garder espoir, de recouvrer la guérison lorsque l'on est victime de ce mal. La maladie peut être vaincue, mieux vivre avec le cancer, entre espoir et traitement. C'est le dossier Vie d'ici, signé Salima Toudia. La mauvaise nouvelle est tombée il y a 5 ans. Denise s'en souvient comme si elle datait d'hier. En 2016, son médecin lui diagnostiquait un cancer. Le cancer, moi, pourquoi? Et puis après, une voix m'a dit, mais pourquoi pas toi? C'est une maladie comme toute autre. Donc, si tu es atteint du cancer, il faut que tu te battes pour lutter contre cette maladie. C'est la présence d'une boule dans une partie du corps qui a tout de suite attiré son attention. Détecter, dépister et diagnostiquer tôt améliore significativement le taux de survie. Après plusieurs séances de chimiothérapie, il fallait alors pour Denise préparer un voyage à l'étranger. Après l'opération, on m'a dit, pour la radiothérapie, tu vas aller peut-être au Ghana. Tu vas aller. Puis je dis, bon, j'ai mon petit frère qui est en France, je vais voir si je peux y aller. Et j'étais en train de régler ça avec mon petit frère. Un matin, j'ai un coup de fil et c'est le professeur qui dit coucou. Elle se présente. Elle dit, non, je vous appelle pour venir faire votre scanner pour la radiothérapie. J'ai dit, on fait la radiothérapie ici, elle dit, au CNRAO. Le CNRAO, le Centre national de radiothérapie Alassane Ouattara, venait d'ouvrir ses portes avec un plateau technique avancé. L'espoir est né alors chez des milliers de personnes. Déjà, sur quoi je m'appuie pour être positive, c'est d'abord sur les médecins. Ceux qui font le traitement, qui nous permettent d'avoir le traitement ici. C'est la première des choses. Parce que quand vous avez un bon médecin, vous êtes aux anges. Parce que quand le médecin vous comprend, ou le médecin vous suit, il s'inquiète même de votre santé. Que demander de plus? Denise est en rémission depuis 2 ans. Durant son traitement, elle a pu compter sur le soutien de Myriel, qui intervient dans les soins d'accompagnement au CNRAO. Guérie d'un cancer diagnostiqué il y a 14 ans, son vécu sert d'exemple à certains patients désespérés. Au centre, nous avons des activités, c'est-à-dire des groupes de parole où on échange entre les patients et tout ça. Donc on leur permet de venir participer à ces rencontres-là pour pouvoir mieux appréhender la chose. Mon expérience, par moment, j'explique pour pouvoir permettre à ceux qui n'ont vraiment pas d'espoir pour pouvoir surmonter la maladie. Comme elle, des figures connues mènent publiquement une lutte acharnée contre le cancer. Victorieuse du cancer, Agnès Crédit, journaliste, écrivaine, se servira de sa plume pour témoigner que le cancer n'est pas une fatalité et se guérit. 4256 patients ont été reçus au CNRAO, le premier service de radiothérapie du pays qui a pu éviter 1165 évacuations à l'étranger en raison des consultations et du traitement par radiothérapie qui augmentent les possibilités de guérison. Nous proposons des traitements médicaux du cancer parce que dans les traitements médicaux du cancer, c'est-à-dire les traitements qui passent soit en comprimé, soit en perfusion, il y a la chimiothérapie que tout le monde connaît, mais il y a aussi d'autres traitements qu'on appelle les traitements ciblés. L'État les a rendus pour certains gratuits pour la population. Voilà. Et autre type de traitement que nous proposons, ce sont les traitements par radiothérapie. Les 7431 cures de chimiothérapie réalisées ont répondu à un besoin de plateau technique pour plus de guérison ou, à défaut, vivre avec la maladie. Toutefois, le cancer reste une maladie difficile à accepter. Les formes les plus fréquentes sont les cancers du sein, de la prostate, du col de l'utérus, du foie et du côlon rectum. Face à la complexité du traitement dans certains cas, l'unité d'accompagnement des soins vient à point nommé. Nous avons des activités de psychologie, notamment des consultations de psychologie clinique et des groupes de parole qui sont des espaces de rencontre et d'échange entre personnes touchées par le cancer d'une part et les proches également d'autre part. Activités sportives, socio-esthétiques feront partie des innovations gratuites pour les patients. Le nombre de personnes en rémission, et je dirais en rémission complète, c'est le terme qu'on utilise chez nous,
est en nette augmentation depuis l'avènement de la radiothérapie. L'aspect financier peut aussi être un facteur de désespoir face à ce tueur silencieux. Le coût, par exemple, de la chimiothérapie dépend des médicaments qui sont utilisés et il y a ce que nous on appelle des protocoles, donc des médicaments en fonction des situations. La radiothérapie également, son coût dépend du nombre de séances. Pour se traiter d'un cancer, ça coûte cher. Mais à ça, l'État, en plus d'avoir mis en place ce plateau technique, a pris en charge pour plus de 252 millions, 134 000 francs, 610 francs. Tous ces éléments pour permettre justement d'allier l'accessibilité géographique à l'accessibilité financière. Selon l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2030, l'Afrique devrait enregistrer environ 1,6 million de nouveaux cas de cancer et 1,2 million de décès. Plus tôt, il est découvert, grandes sont les chances de guérison. Et à suivre dans un instant l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier, vendredi 5 février 2021, 193 nouveaux cas de Covid-19 sur un échantillon de 3854, soit 5% de cas positifs, 108 guéris et 2 décès. À la date donc du 5 février 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 29 295 cas confirmés, dont 27 265 personnes guéries, 160 décès et 1870 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 359 550. Au regard des chiffres annoncés, la conclusion est là. Les cas de contamination progressent. Abidjan reste toujours l'épicentre de la maladie, mais la toile de contagion de la maladie s'étend désormais à l'intérieur, où plus de 60 cas positifs ont été enregistrés. Information obtenue au terme du point de presse du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, tenu ce vendredi 5 février à Boisseau. Salima Toudia. Épargné jusque-là par le virus de la Covid-19, avec quasiment pas de cas lors de cette reprise épidémique, l'intérieur du pays est à présent touché avec plus de 60 cas. À présent, la transmission du virus s'étend à l'intérieur du pays. Nous venons de noter des cas positifs à Boaké, 37 cas positifs à Boaké, 7 à San Pedro, 8 à Korogo pour le sud Komoué, 14 cas qui sont suivi pour tout le sud Komoué. Au niveau de la prise en charge, la Côte d'Ivoire, ses principales cliniques privées de prise en charge sont saturées. Et les services publics dédiés enregistrent de plus en plus de cas graves en hospitalisation. Ces cas sont pris en charge, mais le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique interpelle à nouveau. Le virus progresse donc très rapidement dans nos différents lieux de vie et dans nos communautés. La tendance actuelle et nos projections nous font craindre donc un risque d'explosion épidémique. En effet, la circulation du virus dans les communautés et le non-respect des mesures barrières vont contribuer à cette explosion. En attendant l'arrivée des premières doses de vaccins prévues pour la fin février, les populations sont invitées à renforcer les mesures barrières ou encore à éviter les rassemblements festifs. Et parlons à présent de la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines, décrétée par l'Assemblée générale des Nations unies. La journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines est une occasion de rappeler aux populations que rien ne justifie cette pratique. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence varie entre 36 voire 38%. Pour la célébration de l'édition 2021, dans son message, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant dénonce les conséquences liées aux mutilations génitales féminines et invite la population à mettre fin à ces pratiques. Jean-Marc Djadji. L'excision. Elle constitue la forme la plus répandue des mutilations génitales féminines et une violation basée sur le genre en Côte d'Ivoire. Pour la période de janvier 2021, 54 cas ont été enregistrés. Une situation inquiétante pour les populations. À l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre les mutilations génitales féminines, le gouvernement tire la sonnette d'alarme. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a recensé de 2018 à 2020 au niveau de ses plateformes multisectorielles de lutte contre les violences basées sur le genre 54 cas de mutilation génitale féminine et 10 cas rien que pour le seul mois de janvier 2021. Au titre des conséquences des mutilations génitales féminines,
On peut citer les infections à VIH-Sida, l'hémorragie, le traumatisme psychologique, des troubles mentaux et des risques de complications au cours des grossesses et des accouchements, pouvant parfois déboucher sur la mort. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Bakayoko Ly Ramata, invite ses partenaires à une action conjointe pour freiner ce fléau. Même en cette période de Covid-19, le problème des mutilations génitales féminines se pose toujours avec acuité. Il a été donné de constater que certaines personnes exercent encore toutes les formes de violence sur les femmes et les filles, notamment les mutilations génitales féminines. Dans cette quête de la défense des droits de la femme et des jeunes filles, des numéros verts sont mis à la disposition d'éventuels cas d'excision. Les victimes de mutilations génitales féminines peuvent appeler gratuitement au 13 08 et au 116. Une autre pratique, mesdames et messieurs, à laquelle il faut mettre fin, les feux de brousse. Ces feux allumés souvent sans motif valable par des pyromanes lorsque la saison sèche se signale. Dans le département de Didiéville, on a enregistré en 2020 2 décès suite aux feux de brousse. Pour soutenir les efforts de sensibilisation des autorités locales, le ministère des Eaux et Forêts a choisi la localité de Didiéville pour le lancement de la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse. Donnant une seconde vie à nos forêts, stop aux feux de brousse, le thème retenu cette année pour le lancement de cette campagne. Kader Sogodogo. Venance Kwako Kofi est agriculteur. Chaque matin, machette en main et sac en bandoulière, il va s'adonner à ce qu'il sait faire le mieux, cultiver la terre. Nous sommes en période de saison sèche, un moment qui rime bien avec le feu de brousse. Un fléau néfaste pour Venance et de nombreux agriculteurs en Côte d'Ivoire. On a plutôt le problème pour les feux de brousse, ça nous fatigue, sincèrement. Pour soi, un agouti de 1000 francs, on brûle tout ce qui est culture des autres, même les ignames. En cette année 2021, c'est Didiéville, département situé dans la région du Bélier, qui a été choisi pour abriter le lancement de la 25e édition de la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse. En 2020, le fléau a fait 3 morts en Côte d'Ivoire, dont 2 à Didiéville. Le choix de la localité est tout indiqué. L'une des raisons aussi qui a motivé le choix de Didiéville, c'est que les autorités locales ont commencé la sensibilisation avant même que le service officiel ne vienne. La lutte contre les feux de brousse, un combat du maire de Didiéville, Brice Kwasi, soutenu par le corps préfectoral. Toutes les autorités administratives du département ont décidé de prendre le taureau par les cornes, de prendre le problème des feux de brousse à bras le corps pour essayer de mettre fin à ce cycle macabre. La lutte contre les feux de brousse, la Côte d'Ivoire, est engagée. Le thème de l'édition 2021 est révélateur. Donnons une seconde vie à nos forêts. Stop aux feux de brousse. Le but de notre présence parmi vous est certes de lancer officiellement cette campagne en relevant les pratiques traditionnelles et modernes qui malheureusement sont le lot des feux de brousse, mais aussi avec une philosophie nouvelle, celle de faire évoluer la vision de l'ensemble des acteurs pour passer d'une posture défensive, parce qu'on court lorsque le feu est déjà allumé, à une posture préventive, mener le maximum d'actions pour qu'il n'y ait même pas de feu de brousse. De 2016 à 2020, la Côte d'Ivoire a enregistré au total 23 morts suite au feu de brousse. De 1976 à ce jour, le pays a perdu plus de 80% de son couvert forestier. Les feux de brousse y sont pour beaucoup. Voilà, les feux de brousse sont donc une menace pour les pratiques agricoles. Et parlons justement d'agriculture. Sachez que les différents acteurs nationaux et internationaux intervenant dans le processus de développement de la filière de l'anacarde sont en conclave. Objectif visé, coordonner leurs actions et capitaliser toutes les opportunités et projets mis en œuvre par les partenaires en vue de relever ensemble les défis majeurs de la filière, singulièrement la question de la transformation. Noël Gagnon nous en parle. Le cajou, le combat de la production est désormais un acquis. Tenez, pour la campagne 2020, la production est de plus de 800 000 tonnes. Un record selon les autorités du Conseil coton anacarde. Le nouveau challenge, porter le taux de transformation à 50% contre 10% actuellement, surtout que le marché du cajou est très étroit. Nous avons 2 clients qui absorbent 99% de nos exportations. C'est un risque majeur que nous voulons minimiser en faisant la transformation localement. Face à un tel défi, il faut mettre en place une politique de transformation du cajou audacieuse, d'où la nécessité d'identification des acteurs, identification aussi de leurs avantages comparatifs
pour un développement harmonieux de la chaîne des valeurs. Mettre tous les efforts bout à bout afin que la chaîne de valeur de la noix de cajou soit couverte par leur intervention et nous compléter là où nous sommes, j'allais dire, un peu faibles. C'est le lieu d'indiquer que pour la seule année 2020, le secteur de la transformation a fait un bond qualitatif avec 100 000 tonnes de noix brutes transformées, soit une croissance de 12% par rapport à 2019. Et sortons des sillons de l'anacarde pour parler cette fois de cette commémoration de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. L'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire a commémoré la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, cette tragédie qui a causé la mort de plus de 6 millions de Juifs en Allemagne. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et dans l'actualité internationale, sachez que ce samedi, plusieurs milliers de Birmans manifestent à Rangoon pour protester contre la prise du pouvoir par l'armée. Ce rassemblement est décrit comme le plus gros rassemblement depuis le coup d'État contre Aung San Suu Kyi. Pendant ce temps, les généraux putschistes censurent Internet dans le pays avec d'importantes coupures dans tout le pays pour tenter de faire taire la contestation. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.